Ces opportunités de collaboration, la thématique choisie par l'AMIC et se concrétise déjà avec, si vous voulez, ce débat. Et nous avons écouté le réseautage, et ça c'est la meilleure stratégie, si vous voulez, pour vraiment, fidéliser entre nous tous les professionnels, optimiser les ressources, parce que les ressources sont rares, et si nous travaillons au vertical, donc il y aurait, si vous voulez, un gâchis en termes de temps et en termes de moyens, mais si nous travaillons en collaboration, donc il y aurait la synergie, et ça va être beaucoup plus un gain pour les populations. Donc nous ne travaillons pas par nous-mêmes, mais nous travaillons pour la population que nous servirons donc d'une manière beaucoup plus aisée. Et là, ça va être à l'actif de tous les professionnels de santé. Donc la mobilisation, elle est aussi importante pour vraiment avoir cette alliance. Et dans l'international, ce sont les alliances qui donnent la réussite. C'est plus, si vous voulez, une intervention individuelle dans le terme institutionnel, mais beaucoup plus, si vous voulez, c'est le partage, c'est le réseautage, c'est la mise à profit de toutes les expériences, et c'est le benchmarking qui vraiment là est dans le futur. Voilà mon complément. Oui, juste pour dire que ça fait plaisir de voir que la Société belge des infirmiers en oncologie, c'est-à-dire de prendre cette initiative, dire qu'en 2012 à Genève, nous avons demandé, dans le cadre d'une réunion des conseils du secrétariat international, nous avons demandé la standardisation des référentiels de formation et le réseautage des associations en oncologie. Puisqu'on était là, on était dans la réunion, il y avait les différents présidents des associations, et nous avons demandé à ce qu'il y ait ce réseautage. Par la suite, on a pris l'initiative de faire cela, mais nous, on n'est pas, au plus ou moins, ça devrait être fait par là où il y a plus ou moins une spécialisation en oncologie. Et c'est le cas. Lors de cette réunion, il y avait M. Miguel de la Société de l'art infirmier, et je vois aujourd'hui que ça a un écho. Dire que maintenant, l'initiative il est prise toujours, ça veut dire par le Belge, ça nous fait plaisir. On aimerait bien faire partie de ce réseau. D'accord. Bonjour tout le monde. Maintenant, après ces communications qui sont très enrichissantes, qui ont donné vraiment qui ont montré vraiment l'évolution de la fonction infirmière, si vous voulez, dans le monde, et surtout dans notre pays. Donc, nous sommes très heureux donc de faire partie de ce corps qui est en évolution actuelle. Et actuellement, ce que je vous demande maintenant, si vous voulez, si vous avez des questions à poser à messieurs ceux qui ont fait leur communication, donc nous sommes à votre écoute. Voilà. Infirmiers en faculté et des étudiants infirmiers en école, à l'école. Et le rapport entre les deux, tout en sachant que les infirmiers sont déjà en formation à la faculté de Stade. Oui, vous pouvez. Oui, il vaut mieux que. Oui, c'est pour introduire, dire qu'on participe tous à la formation des infirmiers. C'est-à-dire, y compris ceux qui vont avoir une licence ou un doctorat. Ça veut dire bien nous. Et d'une façon ou d'une autre, on participe tous à cette formation. C'est la relation. Je complète. Alors, merci pour cette question très très pertinente. Comme j'ai fait la présentation par rapport au partenariat, on doit sortir en quelque sorte de la contribution non formalisée à une contribution institutionnalisée, formalisée en termes de convention, en termes de règles de tutorat et en règles, si vous voulez, de vrais partenariats. Nous avons initié une convention avec la faculté de médecine en 2007. Malheureusement,
ça n'a pas donné de suite beaucoup plus opérationnelle. Quelques tentatives timides de formation des infirmiers d'anesthésie et réanimation avec les médecins qui font de la spécialité en anesthésie, mais ça restait des initiatives individuelles. Ce qui est recommandé maintenant, c'est ouvrir un espace formel, à ce qu'il y ait même, comme je viens de présenter, à un moment donné de la formation du médecin et de l'infirmier, joindre par exemple les 3e années d'une option, ça peut être les infirmiers polyvalents, ça peut être les anesthésistes, ça peut être même les spécialistes en laboratoire avec leurs collègues médecins par rapport à un module qu'ils peuvent étudier ensemble. Et ça, c'est l'expérience, si vous voulez, de l'Université de Laval. Il y a un certain nombre de modules où on trouve, si vous voulez, 2 à 3 profils, à 4 profils par rapport à un certain nombre de modules, un certain nombre de pathologies. Et les étudiants ensemble, ils ont le protocole commun, et quand ils seront au milieu clinique, il va y avoir une prestation commune. Comme j'ai dit aussi, le staffing, je me rappelle à un moment donné, les années 90 jusqu'à 2000, il y avait le staff, on trouve le professeur avec les assistants, les internes et les étudiants de l'IFCS, et qui font la visite, la grande visite, et tout le monde, si vous voulez, participe. Le professeur pose la question par rapport à un cas de patient, et il pose la question à un infirmier, il pose la question à un externe, à un interne ou à un médecin. Et là, vraiment, la formation, elle est collégiale. C'était des initiatives, le professeur Belmahi, au niveau de la chirurgie D, c'était une pratique très très importante. Malheureusement, ce sont des initiatives calquées à la personne. Ce qui est demandé maintenant, c'est formaliser cette formation. Des modules qui peuvent être, si vous voulez, en commun et qui vont aider aussi aux passerelles. Le système maintenant universitaire pris par les instituts, à un moment donné de la formation, un infirmier, il peut faire la passerelle au niveau des études médicales. Un étudiant au niveau de la faculté de médecine, à un moment donné de sa formation, il peut revenir au niveau de l'institut et compléter sa formation. Et là, c'est ouvert. Donc, pour aller dans cette optique, il faut que les deux institutions se rapprochent et faire une formation commune par rapport à des modules bien ciblés. C'est une question très pertinente et nous devrions passer à l'opérationnalisation. Sinon, on va rester comme j'ai dit, chacun dans son itinéraire, et qui est le perdant, c'est le patient. Qui est perdant, on va le morceler. Le médecin qui a la prescription fait sa prescription, il laisse l'infirmier, il fait la tâche, il vient le technicien de radiologie, il fait la tâche, le technicien de laboratoire, il fait la tâche, le kiné, la tâche. Donc le malade, il est visité par 5 professionnels. Donc c'est pas possible. Donc là, nous devrions, si vous voulez, harmoniser les pratiques et même les protocoles de soins. Ils devraient être élaborés par une équipe multidisciplinaire. Quel que soit le soin à donner, ce sont ces intervenants-là qui vont être assis autour d'une table. Et validés par... Et justement, il y a des initiatives au niveau des CHU. Malheureusement, la continuité, la pérennité n'est pas de règle. Monsieur Amin a posé la question de dossier soins. Combien le CHU a investi en termes d'argent pour le support, pour le dossier soins? Et nous souffrons en institution de formation. On voudrait appliquer la démarche soins, la planification des soins. Malheureusement, il y a quelques déphasages entre l'institution de formation et le milieu clinique. Et cette pratique ne devrait pas continuer à exister. Sinon, le système de santé, il perd en ressources. Et les ressources sont limitées. Il y a des tonnes de papiers que le CHU a produits, et ils ne sont pas utilisés à bon escient. Dire aussi qu'il est demandé à l'infirmier de développer son leadership clinique, pas son leadership là qu'on nous a appris. Un leader,
si c'est lui qui dit aux gens de faire quelque chose, ils le font. Et le leadership clinique, ça s'apprend depuis la première année. Ça veut dire arriver à coordonner, ça veut dire à prendre l'initiative, à devenir infirmier coordonnateur de soins. Le leadership clinique maintenant devrait être appris à ces étudiants depuis leur première année. Ça, c'est maintenant, il y a les Canadiens qui travaillent sur ça, mais ça n'empêche que c'est ça ce qui est demandé. Pour qu'on arrive là, il faut qu'on arrive à l'interdisciplinarité. Ça veut dire on demande maintenant à toute l'équipe là qui prend en charge, et l'interdisciplinarité, non seulement entre l'équipe professionnelle qui prend en charge le patient, mais l'interdisciplinarité entre institut de formation, université, établissement de santé, interdisciplinarité entre les associations, les fondations et entre les différents intervenants, interdisciplinarité entre les associations de patients aussi avec les associations scientifiques et tout cela, et interdisciplinarité nord-sud et une interdisciplinarité sud-sud. Le système SSD, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir des infirmiers? Nous sommes toujours dans la même configuration Bac plus 3, c'est l'infirmier en anesthésie et réanimation. Ce que nous sommes en train de réfléchir, c'est le master. Donc, quelle est la spécialisation qu'on va donner pour le continuum? Moi, anesthésiste, je dois me voir évoluer dans ma discipline au niveau master. Ou bien une ouverture qui va être un rapprochement et un prolongement par rapport à ma discipline. La sage-femme, il doit trouver son cheminement en master et aussi dans l'étude doctorale. Donc ce n'est pas une coupure entre la formation de base. Ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est en quelque sorte l'existant qui est là, on lui a habillé le système LMI. Donc la formation, elle est restée toujours Bac plus 3 pour les 18 filières, les 18 options que nous avons. Et le master, ça va être vraiment une spécialisation, chacun dans son domaine. Ou bien créer, au niveau de la même filière, un domaine commun. Par exemple, au niveau de filière technique de santé, un domaine en oncologie qui peut regrouper radio, laboratoire, diététique, un master commun. Donc là, ce sont les réflexions maintenant que nous devrions faire et voir en termes de benchmarking ce qui se fait en Belgique, ce qui se fait en France, à Canada. Ce n'est pas la peine de réinventer la roue, dans la mesure où il y a des expériences qui ont réussi ailleurs. Donc on va contextualiser par rapport à notre formation, mais tirer profit de tout ce qui est expérience et dire voilà ce qu'on peut faire en master. Et là, c'est une évolution très importante pour les jeunes professionnels de santé. On quittait à un moment donné la profession, on devient administrateur. Maintenant, il n'y a plus de raison d'aller chercher un autre profil. Et c'est ce qu'on appelle la fidélisation des profils. Je reste infirmier en licence, je vais faire un master dans les sciences infirmières et j'évolue dans les études doctorales en sciences infirmières. Donc c'est pas la peine d'aller chercher un autre profil où je serai comme donc il faut rester dans son identité professionnelle et évoluer. Et là, c'est une recommandation légitime. Aujourd'hui, nous avons cet espace. Il faut vraiment le développer davantage, au même titre que la faculté. Donc il n'y a pas de quoi rougir. J'ai une licence en sciences infirmières et je vais développer ma carrière en master et en études doctorales. Nous en avons souffert, nous, l'Institut national d'oncologie, de ce qui vient d'être dit par M. Bahadi, dire que les 3 dernières années, il y avait une vingtaine presque d'infirmiers qui sont allés maintenant pour évoluer dans leur profession et sont allés faire l'administration. Et quand on perd un infirmier, c'est 16 ans d'ancienneté. Ils sont retournés maintenant, ils travaillent avec nous, mais ils font de l'administration. Ça veut dire, voilà là maintenant, le système LMT, ça permet d'évoluer toujours dans la profession. Oui, bonjour, je m'appelle Claudine Juron. Je voudrais poser une question sur ce qui concerne la formation continue. Parce que, pour rebondir un petit peu sur ce que vous dites, dans une équipe, vous n'aurez pas toutes les infirmières qui vont se former. Déjà, vous avez beaucoup parlé de la formation initiale, et toutes les infirmières ne vont pas forcément préparer un master ou un doctorat. Qu'en est-il
de la formation continue d'une équipe complète pour non seulement... ça me perturbe, excusez-moi. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Non seulement réactualiser ses connaissances en termes de savoir, mais aussi pouvoir améliorer ses pratiques en termes de savoir-faire et en termes de savoir-être. Parce qu'on apprend à l'école d'infirmière, mais après, il y a tout un parcours professionnel et je pense que les équipes, elles ont aussi besoin de soutien tout au long de leur carrière, même si elles ne font pas forcément un développement diplômant, etc. Voilà. C'est une affaire de toute institution, que ce soit une institution de formation au milieu clinique. Parce que c'est une mission, avant tout, dans un CHU, ou bien dans un centre hospitalier universitaire, ou bien même dans une institution de santé, il a une mission de prestation de soins et il a une mission de formation continue. Et la formation continue, dans sa définition large, ce n'est pas celle où nous sommes dans une classe et nous donnons des prestations généralement orales. La formation continue actuellement, toujours dans l'optimisation de cette mission, ce qu'on appelle la formation action. Je suis dans une équipe, dans un service de médecine et de chirurgie. Il y a une équipe médicale, une équipe infirmière, une équipe multidisciplinaire. Et chacun dans son domaine d'expertise, il peut préparer une thématique, vu la priorisation faite au niveau du service, et passer ensemble à l'action. Ça, c'est un premier degré de formation. Le deuxième degré de formation, c'est la formation continue institutionnalisée. Et là, c'est très important. Il faut que ça soit au niveau d'une institution hospitalière, un budget dédié à la formation continue. Parce que la formation continue ne se fait pas comme ça, je dirais, à la va-vite. C'est un plan d'action axé sur les besoins exprimés par les professionnels ou bien un besoin qui était identifié via l'évolution scientifique ou des pratiques infirmières aux techniques de santé et on instaure un plan de formation continue. Et votre question elle est très pertinente. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas toujours chercher les diplômes. Ce n'est pas tout le monde va être docteur en sciences infirmières. C'est 5% qui vont arriver au niveau doctoral. Et une trentaine de pourcents qui vont arriver au niveau de master. Mais la bonne majorité, il va pratiquer au moins pendant un bout de temps dans la licence professionnelle. Et ceux qui travaillent dans la licence professionnelle, ce sont ceux qui sont directement en contact avec la population. Et ces personnes-là, ces professionnels, ont besoin d'un accompagnement régulier de proximité. Et malheureusement, c'est là où nous avons des insuffisances. On pense toujours à la formation continue comme une action épisodique. Ça ne doit pas être une action épisodique, ça doit être des actions régulées, systématisées, et à chaque signal d'un constat d'insuffisance, ou bien une nouveauté de pratique, il faut qu'on instaure cette stratégie de formation continue. Là aussi, comme a dit M. Amin, on ne doit pas toujours attendre à ce que l'institution organise la formation continue. Parmi les compétences des professionnels de santé, c'est le leadership individuel et le leadership collectif. Moi, en tant que professionnel, je dois évoluer dans ma carrière. J'aime ma carrière. Et quand on aime quelque chose, on la développe. Et j'aime servir le patient. Si j'aime servir le patient, je dois chercher toujours quelles sont les nouveautés. Comment je vais donner dans l'excellence? Comment je vais donner une prestation de qualité? Et là, quand je développe mes propres compétences, je vais aider et l'institution et le patient vraiment à avoir cette sphère de... Vous allez me dire, c'est un petit peu... c'est l'idéal. Mais on tend à cet idéal.
Qu'est-ce que c'est que la qualité? C'est un horizon, si vous voulez, de continuum vers vraiment de la qualité totale qu'on n'arrivera jamais à toucher. Mais à chaque étage, on a une possibilité d'amélioration. Donc nous, professionnels, nous devrions prendre en charge notre propre destinée et nos compétences en main et demander de l'assistance au niveau de la structure qui doit être à l'écoute. Juste pour rajouter, en tant qu'ex-responsable de la formation continue à l'Institut national d'oncologie. Moi, je suis allé à l'Institut national d'oncologie rien que pour ça. Pourquoi pas dans les autres hôpitaux? Parce que je me disais que c'est un institut de formation et de recherche. Et je suis allé maintenant, et ça veut dire que j'ai intégré le service soins infirmiers en tant que responsable de la formation continue. Mais je me suis vite rendu compte que la formation continue n'est pas budgétisée par les centres hospitaliers, c'est-à-dire les CHU. D'abord, entre parenthèses, une bonne nouvelle. Avant-hier, ça a été adopté, la formation continue sera budgétisée dans le Maroc. Ça a été voté, et maintenant, quand ça c'était le cas, je me disais, il ne faut pas attendre à ce que les autres fassent pour nous. À attendre, on passe tous notre temps à se plaindre, les infirmiers, et on attend toujours à ce que les médecins fassent pour nous, à ce que les autres fassent pour nous. Je me suis dit, non, il faut prendre ces initiatives et aller vers le devant. C'est-à-dire, et j'ai passé pas mal d'années à programmer ça veut dire, je pouvais diagnostiquer les besoins de formation parce que j'étais sur place. Ce n'était pas les autres qui pouvaient le faire. Et par la suite, adapter des programmes de formation continue plus ou moins. Maintenant, mais à faire cela à long terme, ce n'était pas faisable. Donc, c'était le cas. Et je me suis dit, à un certain moment, je me suis dit que je vais aller peut-être vers le plus dur. Créer l'association pour pouvoir faire des plaidoyers à plus haut niveau encore, pour sensibiliser les décideurs politiques à contribuer à la formation et de base et continue. Je vais permettre de compléter avec l'expérience belge. Voilà. En fait, donc, depuis 2008, toutes les spécialisations en Belgique sont reconnues une par une. La première a été l'oncologie. Premièrement, c'est une reconnaissance dans les compétences, l'expertise, mais également financière. Par contre, le ministère de la Santé a mis des conditions. La condition est que la personne doit rentrer tous les 4 ans un dossier avec, je ne connais pas le nombre exact d'heures, mais toutes les formations qu'elle a entreprises, qu'elle a menées durant ces 4 ans dans la discipline où elle travaille pour garder cette reconnaissance. Voilà, ça c'est l'expérience. Oui, pour compléter Ayane, plutôt, ce sont des incitants financiers qui sensibilisent les infirmières de terrain à se former. Donc si, comme M. Findic a dit, elles prouvent qu'elles ont consacré autant d'heures à une formation, elles reçoivent en contrepartie une rémunération. Voilà, ça permet aussi de sensibiliser l'infirmière à se former et qu'elle n'ait pas peur, elle aussi, à aller de l'avant et de prendre elle-même les initiatives et pas d'attendre qu'on vienne la chercher dans les services. Ok. C'est bon? Et question oui. Donc ça va être pour l'approche. Pour l'approche interdisciplinaire adoptée par les instituts de formation, c'est une bonne chose. Mais est-ce qu'on va attendre que les licenciés viennent aux hôpitaux pour qu'ils apportent cette culture? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut maintenant, puisque c'est l'approche la plus bénéfique pour le patient, l'installer dans les hôpitaux et comment le faire actuellement? Merci. Plutôt sur une réaction par rapport à un aspect très important qui a été ressorti dans les 2 présentations, plutôt les 3 présentations. Cet aspect se rapporte à la recherche. Et comme vous savez que la reconnaissance d'une profession passe obligatoirement et par une grande partie par la recherche. Donc malheureusement, à chaque fois qu'on parle de la recherche, on passe inaperçu surtout dans le domaine des sciences infirmières.
J'ai beaucoup apprécié dans les présentations le fait de parler de la pratique réflexive et de l'utilisation des résultats probants dans la recherche, dans la pratique plutôt. J'ai beaucoup également apprécié la dernière idée qui a été soulevée par M. Behadi, en disant qu'il est temps d'arrêter, pas d'arrêter, et de se limiter seulement à l'exécution ordonnée et d'aller vers l'action réfléchie. Je veux juste profiter de la présence de tous ces jeunes-là pour leur dire qu'il est temps, en tant qu'infirmier, de réfléchir. Il faut réfléchir sur la pratique. Il ne faut pas rester seulement un technicien qui est là seulement pour exécuter, mais on doit aller de l'avant et réfléchir avant, pendant et après l'action. Malheureusement, après un sondage que j'ai essayé de faire au niveau de la région de Marrakech, parmi les résultats, malheureusement, c'était un sondage sur un échantillonnage minime de 60 infirmières, mais quand même, ça nous a donné une idée sur l'utilisation des résultats probants au niveau de la pratique des infirmières. Toutes les infirmières ont évoqué qu'ils n'ont jamais participé à des projets de recherche, et si c'est le cas, ce n'est que juste pour aider un médecin ou une autre personne dans la collecte des données ou autre chose. Malheureusement, comme vous savez, il n'y a pas que les projets de recherche, mais il y a un aspect très important qui est la pratique éclairée par les résultats probants, et que n'importe quel infirmier peut, face à une situation problématique qu'il rencontre au niveau d'un service, aller voir ce que disent les écrits par rapport à cette pratique-là et essayer de l'améliorer. Là, on parle de la pratique éclairée par les résultats probants. Donc, entre-temps, on est en train d'améliorer notre pratique et on est en train de se positionner. Bien sûr, c'est ce qui nous manque maintenant, c'est notre image et notre positionnement au niveau social. Merci. Et la suivante. J'aimerais bien savoir quelle est la place des lauréats de l'IFCS des années 2012-2013 dans ce nouveau système LMD. Est-ce qu'ils auront la possibilité d'avoir un module pour avoir l'équivalence, ou bien est-ce qu'ils vont refaire la formation à nouveau, sachant que ces dernières promotions qui ont été en pleine action, en pleine révolution pour avoir l'introduction de ce système dans nos instituts. Et merci. Et certainement, on va susciter des questions. Et là, c'est une fierté parce que c'est notre domaine, c'est notre système de formation qui évolue. Et c'est vraiment très encourageant d'écouter ces réactions. Alors, par rapport à l'observation de notre collègue, on va attendre les lauréats de nouveaux systèmes. Non. Moi, j'ai posé le système en même temps un objectif double. Vous donnez l'information sur la nouvelle configuration de système de formation. Et ce système de formation, il offre beaucoup d'opportunités pour vraiment l'ancrage de l'interdisciplinarité. Bon, là, c'est le premier objectif. Et le deuxième, se dire que nous, présents, on ne va pas attendre les premiers lauréats pour vraiment faire l'interdisciplinarité. L'interdisciplinarité n'est pas liée à un système de formation ou bien à un diplôme. C'est une vision, et c'est une conception, et c'est une pratique. Dès aujourd'hui, on peut très bien décider, avec les deux associations aussi ici présentes, de faire un plan d'action pour l'intégration de l'interdisciplinarité au niveau de l'UNO. Dès aujourd'hui. Et on va la mettre en œuvre comme recommandation. Et déjà, nous avons une relation très privilégiée avec l'UNO. Nous avons commencé quelques initiatives de partenariat. Malheureusement, une recommandation nous a été émise. Il faut que ça soit cadré dans le CHU d'une manière globale, mais cela, ça n'a pas empêché à ce qu'on ait des relations en attendant la convention. Donc c'est pour vous dire, on ne va pas attendre le nouveau diplômé de la licence pour faire l'interdisciplinarité. Dès aujourd'hui, et recommandations, et le lundi, déroulé à la mise en œuvre.
Donc ça n'a pas de relation avec le nouveau système. Alors concernant, j'ai beaucoup apprécié la réaction de Mme Hbeba et déjà sa visite de Marrakech à Rabat, c'est vraiment très confortant de voir les collègues venir. Je sais qu'il y a d'autres collègues qui sont venus en dehors de Rabat. Ça prouve que nous sommes conscients de notre rôle, de notre place dans le système de santé. Et de cette manière, on se positionne. Et il ne faut jamais, moi je vous dis ça, je suis à la fin de ma carrière, il faut toujours être présent. Ne jamais laisser votre siège vide. S'il est vide, il va être occupé par d'autres, ils vont décider à votre place. Donc il faut même, combien je vais dépenser en argent, 500 dirhams, 600, 700, 1000 dirhams, mais ma présence vaut des milliards. Alors si je m'absente, l'autre va décider ma place et quand je vois la décision affichée, je ne peux pas revenir en arrière parce que c'était trop tard. Les rab, il n'a pas d'excuse, comme on le dit chez nous en arabe. Donc au niveau de la place, donc pas de commentaire par rapport à Mme Hbeba. Pour la place, je m'attendais aussi à cette question. Nous avons vécu, bon ça c'est une parenthèse pour l'ensemble, un moment très mouvementé, des réactions des étudiants, des professionnels eux-mêmes, des syndicats, des associations pour faire évoluer vraiment ce système LMD. Et nous avons gagné la cause, quoique ce débat était depuis 1993. Nous étions dans le système LMD, seulement il a fallu avoir deux conditions, c'est les professeurs assistants et aussi une palette de restructuration de programmes. En 2013, nous avons le système LMD ici présent et ce système n'exclut personne. Alors, ce qui vous dit vous n'avez pas de place, qu'il nous donne le justificatif. Non, j'ai demandé, est-ce qu'il y aura, parce que, par exemple... Un AG, oui. Donc, l'exclusion déjà Makinesh. Alors, pour les lauréats des IFCS, ils auront une place dans les études, que ce soit pour la licence, refaire, vous n'allez pas refaire 3 années. Alors, ce qui va être, si vous voulez, ce sont des réflexions maintenant qui n'ont pas encore finalisé, sont dans le cadre de passerelle. Je dis un exemple, à ne pas prendre comme des choses officielles. Un lauréat de premier cycle, polyvalent ou tout ce que vous voulez, on examine, il veut s'inscrire pour la licence et on dit, celui-là, il lui manque dans l'analyse par la commission pédagogique le S6. Il va refaire le S6 avec un mémoire ou bien quelques modules et il aura la licence. Mais il n'y a pas d'équivalence d'un diplôme national. Le diplôme que vous avez, c'est un diplôme national. On ne peut pas faire l'équivalence d'un diplôme national avec un diplôme de licence ou la hajara. C'est le systématique Makinj. Donc ce qui est possible, c'est les passerelles et là c'est ouvert. D'ailleurs, le système LMD, elle est placé pour qu'il y ait vraiment un flux d'étudiants et la loi aussi de l'enseignement supérieur et la charte nationale de l'enseignement et de l'éducation, il permet à quelqu'un qui est dans un âge avancé de revenir au banc de l'université. Donc il n'y a pas de fermeture de porte. Mais les conditions ne sont pas encore définies pour dire est-ce que vous allez faire un module, 2 modules, ou bien vous n'allez pas faire 2 modules dans la mesure où le programme est plus étoffé au niveau des IFCS. Il y a quelques modules qui sont ajoutés dans la nouvelle formule et vous pouvez y accéder moyennant des conditions qui vont être arrêtées par la commission pédagogique des instituts. Il y a un petit ajout qui va être ajouté par M. Fendi. Oui, l'expérience belle. Ouais, je voudrais juste terminer la réponse de monsieur concernant la question de madame qui vient de Marrakech. Donc en fait, en Belgique, on a le même souci. Donc, en Belgique et les autres pays européens, donc on a des grosses lacunes dans la recherche
la recherche concernant effectivement les sciences infirmières, la pratique clinique basée sur les données probantes. Pour ça, un des freins, c'est la culture. La culture, à côté, vous avez les freins de temps, de finances. Donc, moi, je voudrais surtout vous répondre au niveau de la culture. C'est difficile d'agir sur quelqu'un qui travaille depuis 30 ans et de lui inculquer une culture d'agir sur les données probantes. Par contre, ce que nous sommes actuellement en train de faire, c'est de changer cette culture dans la formation de base. Donc, à partir d'audits qui ont été menés dans toutes les autres écoles, on a vu que dans les écoles infirmières, la recherche est très peu présente. Donc nous donnons de plus en plus d'heures, de plus en plus de poids pour les cours de méthodologie de la recherche dans les 3 années de base. Et nous espérons que la culture va changer dans les nouveaux diplômés qui vont arriver sur le terrain. Madame Ahlam, Donc je vais clôturer cette première matinée. Donc on va passer à la pause. Donc on a 20 minutes. Et on revient après une respiration d'oxygène. Merci.